Donc du coup, voilà, moi je suis donc chercheur au FNRS basé à l'ULB. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à décider de ce que j'allais prendre comme titre. En fait, le titre a été la chose la plus difficile à trouver pour cette conférence. Donc heureusement, mes petits camarades du comité para sont des gens créatifs et plein de ressources. Donc on m'a suggéré d'autres titres, par exemple, comme celui-là, qui s'est brièvement retrouvé en ligne, mais que j'assumais pas complètement. Donc pendant une quinzaine de minutes, vous y avez eu droit. Il y a aussi eu ça. Et donc mon ancienne doctorante, c'est en l'occurrence Alizée Robart, qui a donc également contribué à cette présentation et dont je vais vous présenter en fait une partie du travail. Et donc ça, c'était aussi ouvertement malhonnête, en fait, c'était un peu racoleur. Et finalement, c'est de ça dont je vais parler. Et la suggestion de titre, qui a probablement été peut-être la plus pertinente, c'est vraiment cette phrase. C'est cette idée, quoi, quelque chose qu'on entend régulièrement concernant les scientifiques. Ils disent tout et son contraire, c'est des choses qu'on entend, et sur certains domaines, c'est un sentiment qu'ont certaines personnes. Et c'est quelque chose qui est notamment beaucoup revenu pendant la période du Covid, où on avait des informations qui étaient parfois contradictoires. Et en tout cas, à travers le prisme des médias, je pense qu'on avait encore plus l'impression de brouhaha qu'il y en avait réellement. Et je vais un petit peu expliquer ce que je veux dire par là. Et il y a plusieurs raisons à ça, en fait. Donc la première chose, c'est qu'il peut y avoir une tendance à l'exagération des nouvelles, pas uniquement scientifiques, dans les médias. Après, ça, c'est peut-être une responsabilité collective. Donc c'est vrai que je sais que j'ai parfois un certain nombre de collègues qui sont assez prompts à se dire mais oui, nous on est des pauvres petits scientifiques, on travaille sérieusement, et puis les médias ils font que tout déformer. Bon après je crois que voilà, c'est un jeu auquel on joue tous en fait. Peut-être que d'un côté les scientifiques peuvent essayer de communiquer peut-être mieux directement avec certains journalistes. Il y a des journalistes qui essaient vraiment de faire du bon travail. Et puis après, en bout de chaîne, nous en tant que citoyens, parfois, notre façon de gérer les informations n'est pas non plus optimale. Donc en fait, parfois, on est nous-mêmes responsables d'une partie du bruit. Néanmoins, c'est pas de ça dont je vais parler ce soir, parce que ça, c'est un sujet qui a déjà été évoqué assez largement. Il y a aussi un intérêt, parfois, exacerbé pour les cas exceptionnels. On a facilement tendance à vraiment s'intéresser, quand on entend des nouvelles qui disent qu'on a révolutionné tel ou tel truc, évidemment, c'est ce dont on parle le plus. Et du coup, ça m'amène au deuxième point, au dernier point, et c'est de ça dont j'ai envie de parler, c'est que la façon dont fonctionne en fait la science et la création de nouvelles connaissances, c'est quelque chose qui, j'ai le sentiment, est finalement pas forcément si bien connu du grand public, et finalement c'est logique, mais je me dis que ça pouvait être quelque chose que je pouvais essayer de contribuer à partager. Donc c'est un peu cette idée, cette méconnaissance du grand public de la science. Alors la science normale, c'était pour trouver ce mot-là. Alors, je sais que c'est un mot, c'est une notion de science normale, je sais que c'est un terme qui est un petit peu... qui a un sens en fait, qui a un sens en philosophie des sciences. Je sais que il y a Thomas Kuhn, qui est donc... un philosophe des sciences de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a notamment publié un livre qui s'appelle « Structure des révolutions scientifiques », qui parle en fait de comment la science évolue, comment il y a des paradigmes qui se mettent en place, qui peuvent être modifiés, etc. Et en fait, il disait aussi que finalement, il y avait une grande majorité de la science qui était, entre guillemets, de la science normale, où la plupart des scientifiques n'allaient jamais être pris dans complètement révolutionner leur discipline. Et donc, je sais qu'il y a un demi-siècle de philosophie des sciences qui est passé devant, donc je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, c'est ce dont je veux parler. C'est-à-dire que la majorité des scientifiques, finalement, ils vont contribuer à la connaissance générale. Certains de leur travail, une partie de leur travail va peut-être être rapportée dans les médias. Et en fait, c'est de ça dont j'ai envie de parler. De finalement la science normale. Je ne sais pas si vous connaissez ce film des années 80 qui s'appelait, avec Gérard Jugnot, qui s'appelait Pinot, simple flic. Donc c'est un peu, parfois quand on voit des films avec des policiers, on a tous l'impression que c'est Superman, quoi. Et en fait, la majorité des policiers, ils font un travail qui est également... j'ai pas envie de rentrer forcément dans le détail, mais bon... La majorité des gens, quel que soit le corps de métier, font leur travail de la façon aussi bien que possible et contribuent à un ouvrage plus grand. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Je suis géochimiste, je ne vais pas m'embarquer. Je vais déjà parler du changement climatique, donc
c'est suffisamment chargé comme ça. Et donc l'autre raison pour laquelle cette conférence était pertinente, je pense, aujourd'hui, c'est parce que vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques semaines, de la sortie du dernier rapport du GIEC. Et donc il est possible que vous ayez eu le sentiment que ça fait plusieurs fois ces dernières années que le rapport du GIEC est sorti il y a quelques semaines. Et donc il y a une explication à ça, hein, voilà. Donc ce qui est sorti, et ça c'est le dernier jusqu'à 2030, ok. Donc là maintenant vous avez un petit peu le temps de respirer. Ce qui est sorti il y a quelques semaines, en l'occurrence le 20 mars, c'est la synthèse des 3 grands rapports précédents, ok. Le GIEC, la façon dont il fonctionne, c'est que il y a eu plusieurs vagues. Donc là c'était la 6e. La précédente, c'était autour de 2013. Et donc, ils ont compilé des grands rapports, 3. Donc, le premier est sorti en 2021 et avant, il y en a un autre qui est sorti en 2022. Donc, ces 3 rapports, c'est un premier rapport avec les bases scientifiques sur toutes les informations liées au changement climatique. Ensuite, il y a eu un deuxième rapport qui est sorti plus ou moins 6 mois plus tard sur, en gros, les impacts du changement climatique sur notamment les sociétés humaines. Et enfin, un troisième rapport qui parlait en fait des adaptations potentielles et des solutions potentielles pour essayer de répondre au changement climatique. Et donc, juste pour redire exactement, parce que parfois c'est un peu confus, ou parfois c'est justement pas rapporté de façon complètement exacte dans les médias. Déjà, le GIEC et l'IPCC, c'est donc la même chose, c'est juste en anglais ou en français. Et donc surtout, ce qui est important, c'est que parfois on entend parler des modèles du GIEC, ou le GIEC a dit ceci, En fait, le GIEC, c'est un ensemble de scientifiques qui sont pris dans différents pays de la planète et dans différents groupes de recherche, qui ont pour travail de compiler, de faire une synthèse aussi exhaustive que possible du travail de tous les gens qui travaillent dans les domaines liés de près ou de loin dans le climat. Donc le GIEC, c'est pas en principe l'opinion d'un groupe de recherche, c'est une synthèse aussi exhaustive que possible du travail de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, alors donc ça, c'est les auteurs principaux, et donc il y en a déjà plusieurs centaines sur les 3 rapports. 66 000, c'est le nombre de références, c'est-à-dire c'est le nombre d'articles scientifiques qui sont cités à travers les 3 rapports en question. Et les commentaires, je vais un petit peu revenir là-dessus parce que c'est aussi un processus itératif, donc c'est le nombre de commentaires auxquels les différents auteurs ont dû répondre. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout un groupe de personnes qui pensent et puis qui essaient de nous foutre la frousse, c'est vraiment une synthèse, et donc c'est la raison pour laquelle le rapport fait plusieurs milliers de pages. Et donc voilà, ça c'est la métaphore du puzzle qui va revenir à plusieurs moments. Et donc c'est un peu l'idée parfois. C'est un commentaire que j'ai déjà vu sur Internet ou qu'on m'a déjà fait. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur une seule thématique. C'est parce que c'est en fait une thématique extrêmement large. Et donc typiquement, par exemple, si c'est votre anniversaire, par exemple, à tout hasard, et que vous invitez des gens chez vous et que vous dites on va faire une soirée super sympa, j'ai un puzzle. Bon, voilà. Mais c'est votre anniversaire, les gens peuvent rien vous dire, donc c'est l'avantage, quoi. Mais bon, voilà, typiquement, ce qui se passe, vous êtes 20, vous avez un puzzle 1000 pièces, ce que vous faites pas, c'est prendre une pièce, regarder à 20 et vous dire, non, celle-là, je sais pas où elle se met. Vous répartissez le travail. Hein, logique. Ouais, pas si terrible que ça, cette métaphore. Mais bon, c'est ça l'idée. Et en fait, c'est ça que fait le GIEC. Donc ça, c'est le rapport dont je parlais, le rapport de synthèse. Et donc ça, c'est les 3 rapports dont je parlais avant. Et donc celui-là, celui sur les bases physiques, c'est déjà un rapport, je crois, de 2700 pages qui reprend tous les éléments qu'on connaît d'un point de vue physique sur le climat. Et donc moi, mon travail de recherche, c'est une petite contribution qui est notamment reprise dans ce rapport-là. Donc là, c'est un petit détail des différents nombres que je donnais avant. Et donc vous voyez en fait ce processus itératif avec les commentaires et les révisions qui sont en plusieurs étapes. Et donc rien que pour le premier groupe, donc qui est le groupe sur la base physique liée au climat, vous voyez que c'est des dizaines de milliers de commentaires auxquels les gens répondent. Donc c'est un travail qui est vraiment une synthèse globale de la littérature. Et donc voilà, pour le premier rapport, il y a déjà 14 000 articles et 38 000 scientifiques différents de par le monde qui sont cités dedans. Dont moi et Alizé, enfin parmi 38 000, quoi. C'est quand même une grosse équipe. Mais donc c'est surtout de celui-là dont je vais parler. Et même, après, on peut découper, donc c'est un peu le côté poupée russe des rapports du GIEC. Donc ce gros truc-là fait déjà, donc voilà, je crois 2700 pages de mémoire. Et donc si vous allez sur le site du GIEC, vous en avez plusieurs versions. Et donc vous avez
la version complète, mais vous avez également une version plus courte, qui fait une centaine de pages avec les résultats clés un petit peu détaillés, et la version la plus courte, qui est vraiment en fait le résumé pour les décideurs politiques. Et donc, voilà, l'idée étant que ça fonctionnait comme ça. Vous avez plusieurs niveaux de synthèse, en fait. Donc ça, c'est des rapports qui sont assez techniques et qui sont eux-mêmes subdivisés en un certain nombre de thématiques. Donc, par exemple, vous avez la fonte de la glace, la fonte de la glace et l'augmentation du niveau des mers. Vous avez les cycles biogéochimiques. Alors ça, c'est ce dont on va parler. Donc, en fait, c'est cette partie-là, le chapitre 5. Et donc là, l'idée, ce qu'on étudie et ce qu'on synthétise en fait dans ce chapitre, c'est ces trucs-là. Donc en fait, ce sont les cycles biogéochimiques globaux des différents gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cycle biogéochimique? L'idée, c'est que donc on a constaté qu'un certain nombre de gaz à effet de serre étaient produits de plus en plus par les activités humaines et que donc c'est ça en fait qui était le déclencheur du réchauffement climatique. Ces trois gaz à effet de serre, il y a le CO2 dont tout le monde a entendu parler, ensuite vous avez le méthane dont vous avez peut-être moins entendu parler, et le N2O. Et donc du coup, une des tâches importantes si on veut comprendre ce qui se passe, c'est de quantifier exactement combien il y a de ces gaz, combien il y en a dans l'atmosphère, combien on en rajoute dans l'atmosphère, quand il est dans l'atmosphère, qu'est-ce qui lui arrive. En fait, c'est ça un cycle biogéochimique. Un cycle biogéochimique, en gros, c'est l'ensemble des stocks, des quantités de quelque chose qui nous intéresse dans les différents réservoirs de ce qu'on va appeler le système Terre. Donc, du coup, en fait, on va prendre la Terre et puis on va la couper en morceaux. Donc, on va dire, un réservoir, ça va être l'atmosphère, par exemple, les océans, la végétation terrestre. Et puis, si on a besoin, on peut couper les réservoirs en plus petits bouts. On peut faire la différence entre l'océan côtier et l'océan ouvert. Et donc c'est ça en fait un cycle biogéochimique. Et donc moi je suis pas un grand fan de ces figures-là, c'est pour ça que je les détaille pas plus que ça, parce que je les trouve pas super pédagogiques. Donc comme beaucoup de mes collègues, je vais vous montrer des schémas qui datent du rapport précédent. Donc ça ne veut pas dire que j'ai 10 ans de retard sur la littérature de mon domaine, ça veut juste dire que pédagogiquement, celui-là, je le trouve un peu plus évident, parce que là, on voit la Terre, on reconnaît un petit peu. Donc ça, c'est le cycle biogéochimique global du carbone. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le carbone, c'est essayer de comprendre en fait d'où vient le CO2, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qui lui arrive une fois qu'il arrive dans l'atmosphère, etc. Et donc là, on a nos réservoirs, on a l'atmosphère, on voit ce que c'est, les nombres en noir qui sont dans les différents réservoirs. Donc vous voyez, on a coupé l'océan en un océan de surface, un océan intermédiaire, puis là on a le sédiment océanique, on a la végétation terrestre, voilà, on visualise ça un peu mieux. Et donc, les nombres qui sont dans les réservoirs, c'est la quantité de carbone dans ces réservoirs. Alors du coup, comme on travaille à l'échelle globale, on utilise des unités un peu barbares, on utilise des pétagrammes, et non pas des pentagrammes, comme j'ai déjà régulièrement trouvé dans des rapports d'étudiants, donc des pétagrammes de carbone. Et donc un pétagramme, c'est 10 puissance 15, donc c'est voilà, 1, 15 0 derrière, 1 milliard de tonnes. Mais en fait, moi personnellement, 1 milliard de tonnes, ça ne me parle pas spécialement plus. Alors là, j'ai essayé de trouver la construction la plus grosse que je pouvais trouver, donc la pyramide de Gizeh, un truc quand même assez massif, hein. Je ne sais plus, 140 mètres de haut, 200 mètres de large, un truc comme ça. Ça fait 6 millions de tonnes. Donc un pétagramme, c'est 180 pyramides de Gizeh. Donc voilà le genre d'unité avec lesquelles on est en train de jouer. Mais ensuite, vous voyez, donc on a des stocks. On ne va pas rentrer trop dans le détail de ces stocks. Et donc on a des flèches. Les flèches, c'est les flux en fait. C'est les échanges de carbone entre ces différents réservoirs. C'est-à-dire que naturellement, par exemple, le CO2, il est utilisé par les végétaux pour faire la photosynthèse, et puis ensuite il est respiré et relâché dans l'atmosphère. Donc ça, par exemple, c'est ces flux-là, c'est ces flèches-là, en fait. C'est des flèches très importantes, en fait, de l'ordre de 100 pétagrammes de carbone par an. Et donc ensuite, on a un petit peu de carbone, beaucoup moins, qui va dans les rivières, qui arrive jusque dans la mer. Donc là, on voit qu'il y a parfois des ordres de grandeur, d'écart entre certains réservoirs, certains flux. Bon, on ne va pas rentrer tout dans le détail de ça maintenant, mais c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, c'est très important, si on veut étudier le climat, de contraindre ces trucs-là. Donc en fait, ça, il y a déjà des centaines et même des milliers de personnes qui travaillent à contraindre ces différentes flèches-là. Et là, en l'occurrence, c'est une partie de mon travail et de solidariser. Alors, quelque chose d'important quand même à préciser, avec ce schéma-là en particulier, c'est que ça correspond à ce qu'on appelle le cycle naturel.
du carbone. C'est-à-dire qu'en gros, avant la perturbation anthropique, avant la révolution industrielle, avant qu'on commence à profondément perturber le cycle du carbone, voilà, selon nos meilleures estimations, ce à quoi il ressemblait. Donc ça, c'est les flux à peu près en 1850. C'est les échanges de carbone. Et à ce moment-là, en fait, si autour de chacun de vos réservoirs, vous faites la somme de ce qui rentre et de ce qui sort, bah, c'était à l'équilibre. C'est-à-dire on estime qu'avant notre perturbation, voilà, il y avait une grosse quantité de carbone qui arrivait dans l'atmosphère, mais il y en avait une grosse quantité qui repartait aussi. Maintenant, ce qui s'est passé avec les activités humaines, c'est ça, c'est les flèches rouges. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les flux anthropiques. Ça, c'est les flux qui sont associés aux activités humaines. Okay, et donc ça, ces flux-là, bah, visiblement, ils ont profondément modifié le cycle du carbone. Et donc là, on a ces nombres rouges qui sont rajoutés, par exemple. Ça, c'est l'augmentation de la quantité de carbone dans l'atmosphère. En fait, c'est ça que ça représente. Donc, on vous a déjà entendu dire qu'il y avait à peu près 40% en plus de CO2 dans l'atmosphère. Ben voilà, c'est ce nombre-là. Et donc là, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on a perturbé tout notre système. Alors là, vous voyez qu'on a remplacé aussi la pyramide par un porte-avions. Donc un porte-avions n'est pas plus lourd qu'une pyramide, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est si on regarde un petit peu la façon dont on a perturbé ce flux, on va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que les activités humaines, principalement la consommation de carburants fossiles et donc les émissions de CO2 dans l'atmosphère, plus les émissions de CO2 associées au changement d'occupation des sols, donc pensez par exemple déforestation, c'est ici, ça va représenter en gros ces deux flèches-là, allez, 10 pétagrammes de carbone par an. En gros. Et donc, ce carbone, sous forme de CO2, il entre dans l'atmosphère, et en fait, une partie reste là, c'est le plus 240 ici, mais une partie, en fait, est récupérée par la végétation terrestre. En fait, il y a une forme de stimulation, en fait, de la végétation terrestre. C'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'idée, c'est ça. Et il y a également une partie, un quart à peu près de ces émissions, qui sont, en fait, qui se retrouvent dans l'océan. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à réaliser, c'est qu'en fait, quand vous envoyez 10 pétagrammes de carbone dans l'atmosphère, il y en a à peu près 5 qui vont rester dedans, mais il y en a 2,5 qui vont retourner dans les continents, notamment via la végétation, et 2,5, un quart, qui vont aller directement dans l'océan. Et donc ça, c'est le rôle de l'océan, important dans le cycle global du carbone, et donc un rôle important également de régulateur du climat, finalement. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment important d'étudier l'océan et la dynamique de l'océan et les échanges de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Parce qu'il a un rôle très important à ce niveau-là. Vous allez me dire, oui, mais le porte-avions. Le porte-avions, en fait, c'est pas juste un porte-avions qu'il faut voir. Il faut imaginer tous les bateaux, partout, de tout type du monde. Vous les mettez ensemble. Et en fait, ça fait à peu près 2 à 2,5 pétagrammes de carbone. Donc vraiment, hein, tout bateau les super-tankers, les porte-containers, les porte-avions, vous mettez tout ça ensemble. La totalité des bateaux qui existent en ce moment, ça représente une masse gigantesque qui est plus ou moins la même quantité que le carbone anthropique qui est pompé par l'océan tous les ans. Donc je ne sais pas si ça vous permet de visualiser le truc, mais donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et donc voilà. J'insiste assez lourdement sur ce truc-là, mais c'est vraiment important parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on mélange en fait les différents termes. On mélange les flux anthropiques et les flux naturels et les flux totaux. Alors, on va me dire, mais c'est quoi les flux totaux? Vous n'avez pas parlé des flux totaux. Les flux totaux, en fait, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on mesure des flux de carbone, quand on regarde des molécules de carbone, c'est pas marqué dessus si elles sont anthropiques ou si elles sont naturelles. Donc quand on mesure, par exemple, l'échange de CO2 entre l'atmosphère et l'océan, bah, on mesure la somme de la flèche noire, qui, à l'état naturel, en fait, avait tendance à aller de l'océan vers l'atmosphère, et la flèche rouge, qui va dans l'autre sens. Alors, en fait, c'est ça qu'on mesure sur le terrain, et après, on peut utiliser notamment des modèles numériques pour essayer de faire le tri de qu'est-ce qui est d'origine anthropique ou qu'est-ce qui est d'origine naturelle. Et donc voilà, c'est ces termes importants qu'il faut essayer de garder en tête. Il y avait un cycle biogéochimique du carbone déjà à la base, il a été perturbé par les activités humaines, c'est le cycle anthropique. Et donc ce qu'on mesure sur le terrain, techniquement, c'est la combinaison des deux. Donc, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de mesurer justement cette contribution de l'océan au cycle global du carbone. Et donc, une des personnes importantes dans le calcul de ces flux, c'était Taro Takahashi. Et donc, en 97, il a notamment publié cette carte
Et donc en fait, cette carte, c'est la synthèse de toutes les observations qui étaient disponibles à ce moment-là dans l'océan. Donc un quart de million d'observations qui étaient réparties un petit peu comme ça. Et donc l'idée, en fait, ça a été de voir un petit peu les mesures qui avaient été prises, essayer de les organiser, les synthétiser, faire des moyennes dans des rectangles qui faisaient 4 degrés par 5 degrés, et puis, en fait, mettre au point cette carte-là. Donc ça nous a permis de beaucoup mieux contraindre ce flux de CO2. Parce que, évidemment, les flèches qu'on a vues sur le schéma précédent, bah, c'est des moyennes globales, en fait. Comment est-ce qu'on passe de mesures ponctuelles à un endroit, à un autre endroit, et puis il y a des parties de la planète qui ne sont pas couvertes. Comment est-ce qu'on passe de ces mesures éparses à des moyennes globales? Bah, par exemple, à travers ce genre de méthode, en fait. On va essayer de prendre les différents points, on va les organiser un petit peu dans un maillage comme ça. Et donc ça nous permet de produire une carte et on va pouvoir faire un calcul beaucoup plus précis de ce qui se passe à l'échelle globale. Et donc voilà, ça, Takahashi, qui a été le premier à commencer à quantifier l'intensité de ces flux. Néanmoins, ça c'est donc pour la totalité de l'océan. Maintenant, la question c'était, ok, l'océan côtier maintenant. Est-ce que, par hasard, il se comporterait différemment de l'océan global? Et en fait, il y a des gens qui ont commencé, il y a une vingtaine d'années, à le mentionner. D'abord, Tsunagai, qui a fait des mesures en mer de Chine, et qui a vu que l'échange de carbone, donc c'est un puits de CO2 depuis l'atmosphère vers donc, la mer de Chine, était beaucoup plus intense que la moyenne de ce qu'on reportait pour l'océan global. Et donc il disait, les petits loups, si c'est aussi intense partout, peut-être que le puits de carbone de l'océan côtier, en fait, il pourrait être vraiment très important. Donc pour vous donner une ordre d'idée, un ordre de grandeur, c'est 2 pour la totalité de l'océan global. Et donc lui, il disait, si c'est partout pareil dans l'océan côtier que ce qu'il y a en mer de Chine, ça sera déjà 1 pétagramme. Et en fait, l'océan côtier, ce que j'appelle l'océan côtier, en fait, c'est ce qu'on appelait les mers peu profondes, en fait. 100, 200 mètres de profondeur. C'est en fait la prolongation des continents. En fait, l'océan global, sa profondeur moyenne est de l'ordre de 3,5 km. Mais en fait, si vous regardez une carte bathymétrique, donc la profondeur des océans, ce que vous allez voir, c'est que les continents, en général, ils donnent l'impression de se prolonger, en fait, sous l'eau. Et puis après, la pente augmente vraiment fortement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plateau continental. Et donc en fait, ça, c'est ce qu'on va appeler l'océan côtier. Et donc ça représente à peu près 30 millions de kilomètres carrés, 8% de la surface totale de l'océan. Néanmoins, c'est une partie de l'océan qui est particulièrement active d'un point de vue biologique, d'un point de vue biogéochimique. Alors pourquoi? La première raison... Ah, ça tourne plus. Pardon, voilà, mais à un moment ça tournait. Donc ça, ce sont des mesures satellitaires en fait qui représentent la photosynthèse, l'activité photosynthétique. C'est-à-dire en fait la capacité des plantes à fixer du CO2 pour créer de la biomasse végétale. Et donc en fait, si vous avez eu la chance de voir cette animation quand elle tournait encore, vous avez probablement remarqué que l'océan global, la majorité de l'océan c'était bleu en fait, alors que les zones près des côtes, c'était des couleurs beaucoup plus proches du vert ou du rouge. Et en fait, ça veut dire que c'est beaucoup plus actif. Et ce qui se passe, c'est que, en gros, sur les 8% de l'océan global que constitue l'océan côtier, vous avez à peu près un tiers de la production primaire, un tiers de la photosynthèse. Et c'est lié à pas mal de choses. Le fait que, déjà, le fait que l'océan côtier soit moins profond, ça fait qu'il peut y avoir des interactions avec le sédiment, par exemple. Ça fait qu'il y a une dynamique biogéochimique qui est très différente. Ça veut aussi dire qu'une partie de la matière organique qui est produite à la surface, elle a plus de chances de se retrouver au fond et piéger de façon permanente. Et ça permet de piéger de façon permanente justement du carbone. Donc du coup, il y avait des raisons intuitives. Il y a aussi l'influence des continents qui sont juste à côté. Les rivières, elles ne se déversent pas au milieu de l'Atlantique. Elles se déversent visiblement le long des côtes, dans les zones côtières. Donc il y a de bonnes raisons de penser que en fait, les zones côtières vont se comporter d'une façon différente de l'océan global. Et donc on a eu ces 2 premières études qui étaient basées juste sur une estimation, ici en mer du Nord, mais où ils disaient, écoutez, ça a l'air d'être plus intense dans l'océan côtier. Et du coup, évidemment, il y a des gens qui sont emparés de ce truc. Donc notamment Alberto Borges, en 2005, qui a publié 2 articles d'ailleurs sur le même thème. En gros, une version courte et une version longue. Mais donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de trouver des mesures, des estimations de puits de CO2, de captation de CO2 par des zones côtières, le plus possible aux 4 coins de la planète, autant que faire se peut. On voit quand même qu'il y a des biais d'échantillonnage assez prononcés. Donc par exemple, il y a beaucoup plus d'activités scientifiques en Europe
qu'en Afrique, par exemple. C'est assez criant quand on voit cette carte. Mais bon, sur base des données qui étaient disponibles, ils se sont dit, bah voilà, on va essayer de faire des moyennes et on va essayer d'un petit peu d'avoir une estimation un peu plus solide que juste prendre une mesure en face de chez vous et puis l'appliquer globalement. Et donc, c'est ce à quoi il est arrivé. Et donc, ce qu'il a proposé, c'est que, en effet, son estimation de puits de CO2, c'était donc 0,45 pétagrammes par an. Donc, on ne va pas trop s'intéresser aux valeurs chiffrées, mais gardez l'idée que si ce nombre est vrai, ça veut dire que le puits de CO2 côtier est 2 à 3 fois plus efficace que le puits moyen de l'océan ouvert. C'est ça que montrait Alberto Borges, en fait. Alors ici, oui, le tableau, en fait, ça peut prêter à confusion. Il a à la fois étudié donc les mers côtières, ce dont je parle et ce qui nous intéresse dans cette présentation, et également les estuaires. Donc là, je ne pourrais pas redessiner le tableau, donc on va dire les deux. Mais donc c'est ça que ça veut dire. Et en fait, voilà, c'est un jeu qui est devenu assez populaire, donc il y a d'autres personnes qui s'y sont mises. Je dis un jeu, en fait, il y avait quand même un intérêt scientifique, hein, clairement, à se dire, voilà, si les zones côtières sont particulièrement importantes en termes de captation de CO2, bah, ça vaut la peine de continuer à mettre des billes là-dedans. Et donc voilà, on a continué à avoir des estimations. Ici, N, c'est le nombre d'études sur lesquelles se sont basées ces synthèses. Donc les gens ont continué à collecter les études locales, et puis ils ont continué à faire des cartes avec de plus en plus de points, ou des tableaux, selon les goûts de chacun. Et puis finalement, bon, moi, j'étais au début de ma carrière, mais comme je suis d'un naturel joueur, je me suis dit, pourquoi pas moi, hein. Et donc du coup, je m'y suis mis aussi. Bon, en fait, c'est un peu malhonnête de le lire comme ça. En fait, cet article-là était en collaboration avec Alberto Borges. Voilà, c'est un groupe qui collaborait. Hein. C'est un peu d'ailleurs ce sur quoi je vais revenir à la fin, c'est que finalement, c'est pas des gens qui travaillent dans leur coin. Au contraire, si vous regardez ces différentes études, on partage les mêmes données, on partage les mêmes méthodologies, on les améliore de papier en papier. Ce dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que, en fait, généralement, la recherche scientifique, c'est plutôt un sport d'équipe. Mais donc, du coup, voilà, ça c'était ma contribution. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de définir des petites zones régionales en fonction du type de climat. Et puis, du coup, on a essayé de quantifier ça. Alors, ici, bon, c'est un peu contre-intuitif, mais voilà, j'étais à la fin de mon doctorat. Voilà, j'avais peut-être pas encore un bon sens esthétique. Je ne sais pas si c'est tellement mieux 15 ans plus tard, mais voilà. Ici, ça, c'est un axe qui représente la latitude. Alors, je sais que ce serait plus intuitif de le mettre comme ça, mais voilà, j'ai réalisé qu'après, quoi. Mais donc, grosso modo, ce que ça veut dire, ce truc-là, c'est que ici, on est au pôle sud, et ici, on est au pôle nord. Et donc ça représente la superficie des différentes marges continentales, de l'océan côtier en fonction de la latitude. Alors en fait, ce qu'on voit ici quand même, c'est qu'on a beaucoup plus de superficie d'océan côtier dans l'hémisphère nord, ce qui est assez intuitif parce qu'on a beaucoup plus de continents dans l'hémisphère nord. Et en fait, on a une grosse quantité d'eau côtière, vraiment à des très hautes latitudes polaires et subpolaires. Et donc ici, ce que j'ai ploté, c'est l'intensité du flux d'échange de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Donc ici, quand c'est positif, quand c'est au-dessus de la ligne, ça veut dire que le CO2 est relâché vers l'atmosphère. Et quand on est négatif, ça veut dire que le CO2 est pompé vers l'océan. Okay, donc ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans les zones tropicales, finalement, l'océan côtier, c'est pas un puits de CO2, c'est plutôt une source de CO2 pour l'atmosphère. En revanche, dans les zones polaires et subpolaires, c'est un puits, et même un puits très intense. Et c'est pour ça que le total de tout ça, pondéré par ces surfaces, en fait, ça représente en effet un puits de CO2, et même un puits de CO2 qui en moyenne reste plus intense que le puits de CO2 de l'océan ouvert. Okay, donc on continue à avancer, mais là on commence à avoir une segmentation un peu plus précise de l'océan ouvert. Et en fait j'avais révisé son estimation un petit peu à la baisse, je n'ai pas mis le nombre, mais en gros on était passé de 0,45 à 0,27 pétagrammes de carbone. Donc du coup pourquoi est-ce qu'on avait révisé à la baisse ? Parce que j'avais commencé à essayer de collecter plus de points et surtout de mieux représenter les régions qui n'avaient précisément pas de points. On avait vu dans le schéma précédent avec l'étude de Borges que par exemple il n'y a pas des masses de points en Afrique. Bah oui, mais le problème, il n'y avait pas non plus beaucoup de points dans les zones tropicales d'une façon générale. Sauf que le problème, c'est que si les zones tropicales, elles ne se comportent pas de la même façon que le reste de l'océan côtier, justement, ça induit un biais. Donc c'est pour ça qu'il fallait un petit peu améliorer le travail. Et
Donc voilà, c'était ma première contribution. Mais finalement, bon, comme c'était un jeu amusant, tout le monde a continué à jouer. Hein. Et donc on a continué à avoir des mises à jour. Donc là, je vous présente de façon ludique, mais en fait, clairement, pendant un bon moment, il y avait encore des zones importantes du monde en fait, qui étaient mal couvertes en données. Donc on continuait à rajouter des données pour essayer d'avoir une meilleure idée de ce qui se passait. Puis on a fini par arriver, bon bah ça c'est un article récent. Donc vous voyez, bah, en fait maintenant il y a quasiment 300 points un peu partout sur la planète. Donc ça nous permet d'assez bien contraindre le flux. Mais déjà, autour de 2013, on commençait à avoir déjà une bonne idée de ce qui se passait. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a tendance à voir qu'à mesure que le temps passe, bon, il y a quelques exceptions, c'est pas très régulier, mais on a tendance à voir le flux un petit peu descendre, notre estimation, et finalement se stabiliser autour de 0,2 pétagrammes. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a vu, et plus on a eu de mesures, plus on a eu de moyens fins de quantifier ce flux, plus on a eu tendance à se stabiliser autour de 0,2. Mais donc c'était un effort collectif en fait, un petit peu un processus itératif où on se corrigeait les uns les autres, dans la joie et la bonne humeur. Enfin, majoritairement. Hein. Non, si. Et donc, du coup, ce qui est arrivé en 2014-2015, c'est que les gens ont commencé à collecter et mieux organiser leurs mesures de CO2 dans l'océan. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte de Taro Takahashi, un quart de million de données. Okay. Là, ça, c'est une base de données qui s'appelle SOCAT et qui a été lancée en 2014. Et ils ont commencé, ils avaient déjà plus de 10 millions de données. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont dépassé les 30 millions de données de mesures de CO2 dans l'océan, partout dans le monde. Et donc du coup, avec ce genre d'outils, bah, évidemment, on a pu encore grandement améliorer nos estimations. Donc ça, c'était fantastique. Donc évidemment, comme c'était fantastique, bah, on s'est jeté sur l'opportunité et puis on s'est dit, bah, on va essayer d'améliorer notre truc plutôt que de prendre des études éparses et puis d'essayer de faire des moyennes. On va essayer de faire des choses un peu plus précises encore. Donc là, c'est un article qui date de 2014 où l'idée, c'était donc voilà, de régionaliser, donc de découper le monde en 150 segments pour lesquels j'allais pouvoir bien calculer la surface de l'océan côtier et j'allais essayer, grâce aux données de la base de données SOCAT, de quantifier le flux de CO2 pour chacun de ces segments de façon précise. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est ce qui reste de la base de données SOCAT une fois qu'on a gardé que les données de l'océan côtier. Donc on voit qu'il y a une amélioration, mais on voit encore en fait, des régions qui sont quand même largement sous-représentées. Alors parfois c'est pour des raisons tout à fait pratiques aussi. Hein. Par exemple là, rien en Russie, la raison c'est parce que c'est couvert de glace en fait. Donc évidemment quand vous avez 3 mètres de glace, c'est pas évident d'aller récupérer des mesures là-bas. Donc parfois c'est des questions purement pratiques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude, mais l'idée en fait c'était que dans chacun de mes 150 segments, sur base du nombre de données qui étaient à ma disposition, j'ai pu calculer un flux et puis également dire, bon bah voilà, ce segment-là, j'ai 100 000 données dedans, j'ai une très bonne confiance dans le flux que je vais calculer. Celui-là, j'ai que 2 ou 3 mesures, donc je suis beaucoup moins confiant de ce que j'ai fait. Donc là, typiquement, en fait, quand c'est vert, c'est que j'avais plein de données et j'avais de la confiance dans le flux que j'allais pouvoir calculer. Quand c'est rouge, c'est que y avait une très mauvaise couverture. Donc petit à petit, on approche et puis on commence à avoir une carte en fait du monde où voilà, donc en bleu, ça veut dire qu'on pompe du carbone, on pompe du CO2. En rouge, ça veut dire qu'on a tendance à en émettre et en jaune comme ça veut dire qu'on en émet un petit peu. Et donc là, on a quand même une répartition, une idée vraiment de mieux en mieux de ce qui se passe à l'échelle globale. Et donc voilà, ça confirme un peu l'impression qu'on avait. C'est très intense dans les zones polaires, particulièrement dans l'hémisphère nord, où en plus on a une grande couverture de marge continentale, en fait, d'océan côtier, et puis ça émet un petit peu autour de l'équateur, et donc on contraint notre flux de mieux en mieux, et même on commence à avoir suffisamment d'informations pour pouvoir calculer une incertitude. Donc là, c'est plus juste, en gros, c'est 0,3 et puis c'est le mieux que je peux faire. Là, c'était vraiment, ok, c'est 0,19 à plus ou moins 0,05. On pourra rentrer dans les calculs, dans les détails de comment on calcule ces incertitudes, mais là, non seulement on commence à être confiant dans la mesure, mais en plus, on peut commencer à dire à quel point on est confiant dans cette estimation. Et puis après, en fait, le nombre de mesures de CO2 dans l'océan a continué à augmenter. Et puis, on a utilisé des outils statistiques de plus en plus évolués. Et donc, on a utilisé des réseaux de neurones artificiels, notamment, pour réaliser, en fait, des cartes continues. C'est-à-dire que
Le nombre de points continue à augmenter. Donc là, ça, c'est une version un peu plus avancée de SOCAT. Et donc, vous voyez qu'il y a une couverture en données qui est de plus en plus grande, même s'il y a visiblement des trous. Et donc, on a utilisé des méthodes statistiques un peu avancées pour essayer de remplir ces trous, en fait. Et donc, du coup, en fait, des techniques d'interpolation pour arriver à produire des cartes continues. Et donc là, on est de plus en plus précis. On est capable de dire, bon, bah voilà, ici, voilà la carte vraiment qui représente le comportement, l'échange de CO2 entre l'atmosphère et l'océan côtier. Bon, fantastique. Et notre flux, il est toujours un petit peu, voilà, de l'ordre de, en gros, 0,2. Alors, une fois qu'on a... Donc, ces cartes-là, pour être précis, ce sont des cartes de PCO2, donc c'est la pression partielle de CO2. En fait, grâce à cette pression partielle de CO2, on peut calculer l'échange de CO2 avec l'atmosphère. Donc ça, c'est une étape, c'est un peu technique, on pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. Mais donc c'est juste pour préciser qu'il y a ces deux étapes. Et donc une fois qu'on a ces cartes de PCO2, quand on a des informations comme la vitesse du vent, la couverture de glace, en fait, ça nous permet de calculer le flux de CO2 dans l'espace, partout, à un quart de degré de résolution, mais également dans le temps. Ce sont des cartes mensuelles. Donc il y a des effets saisonniers très prononcés. Et donc on est capable de comprendre ça aussi. Donc en fait c'est merveilleux. C'est ça que je suis en train d'essayer de dire. Donc voilà, on a appris tout un tas de trucs. Vous voyez, en fait l'incertitude, on est toujours autour de 0,2. Mais l'incertitude, elle est maintenant de 0,02. On commence à être vraiment confiant. Et il y a d'autres personnes qui travaillent sur la même chose en même temps, qui avaient tendance à converger vers le même genre de valeur. Donc en fait tout était merveilleux. Et là on arrive en fait dans la fin de la thèse d'Alizé. Donc ça, maintenant, vous voyez, en gros, les Laruelle se sont transformés en Robart, si on peut. Et donc là, on commence à présenter des papiers d'Alizé. Donc vous voyez qu'elle a tendance à faire des figures un peu plus jolies que les miennes. Mais c'est ça l'idée. Et donc voilà, on peut un petit peu affiner finalement les informations qu'on a. Donc on a des variations spatiales quand même très importantes de notre PCO2. On voit que les zones polaires sont des puits vraiment très intenses de CO2 atmosphérique. Les zones tropicales sont des sources modérées de CO2 océanique. Et finalement, le puits côtier représente un peu plus de 10% du puits océanique total, alors que la superficie est de moins de 8%. Donc du coup, notre océan côtier il continue à être plus important en moyenne en termes de puits de CO2 que l'océan ouvert. Ok, super. Bon en fait c'est merveilleux quoi. Je me demande même pourquoi je vous ai fait venir pour vous dire tout ça. Tout ça s'est passé sans problème. Alors oui, du coup ces cartes de PCO2, on peut aussi les faire pour l'océan ouvert. En fait c'est même ce qui s'est passé historiquement. On les a d'abord faites pour l'océan ouvert. Et donc du coup, en fait ce qui est pas mal, c'est qu'on peut les comparer. On va se dire, on a les cartes pour l'océan ouvert, on a les cartes pour l'océan côtier, on peut les mettre l'une sur l'autre et puis essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, et là c'est le drame. En fait, depuis le début, je suis en train de vous casser les sabots pour vous dire que l'océan côtier, c'est un puits de CO2 plus important que l'océan ouvert, que c'est super important, que j'ai bâti ma carrière là-dessus, que si on se rend compte que c'est faux, je serai au chômage, enfin, voilà quoi. Sauf que, si on regarde de façon un petit peu attentive, les patterns dont on avait parlé, les motifs, on avait dit, finalement, l'océan Arctique, c'est là qu'on a le puits le plus intense de CO2 dans l'océan côtier. En fait, dans l'océan ouvert, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Dans l'océan ouvert, c'est pareil, les zones tropicales, elles ont tendance à dégazer du CO2, les zones tempérées basses, elles ont tendance à dégazer un petit peu, les zones tempérées moyennes, c'est des puits modérés. En fait, c'est les mêmes patterns, finalement. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, alors ce graphe-là est peut-être un peu plus compliqué à saisir, mais l'idée, c'est ici qu'on a à nouveau un profil latitudinal, donc cette fois-ci mis dans un truc un petit peu plus intuitif, le pôle sud est ici, le pôle nord est là. Et donc ici, en fait, les lignes représentent l'intensité du flux de CO2 entre l'atmosphère et l'océan. Et donc la ligne rouge, c'est l'océan côtier, et la ligne bleue, c'est l'océan ouvert. Et puis finalement, ça se ressemble quand même pas mal, quoi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé 20 ans à chercher un truc qui était évident, quoi. Alors en fait, comment ça se fait? Donc, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on a tort? En fait, ce qui se passe, c'est que ici, là, on a ici la superficie de l'océan côtier, de l'océan ouvert en fonction de la latitude. Et ce qu'on voit, c'est que l'essentiel de cette superficie, en fait, elle est aux latitudes tropicales et tempérées. Alors que pour l'océan ouvert, c'est ce qu'on avait déjà vu dans l'autre papier il y a une dizaine d'années. Enfin, le papier qui date il y a une dizaine d'années. Peut-être que vous trouvez le temps long, mais ça ne fait pas 10 ans qu'on est ensemble, rassurez-vous. Donc on avait en fait une surreprésentation. Une grande partie de l'océan côtier se trouve dans les très hautes latitudes. En fait, ce qui se passe, la raison pour laquelle on a un puits moyen de l'océan côtier qui est plus intense, une fois globalisé,
que l'océan ouvert, alors que leur comportement à latitude identique sont similaires. C'est parce que la distribution géographique des deux océans est en fait très différente. Et donc, en fait, c'est ça la raison. C'est ça qui explique cette différence. Donc, les deux trucs n'étaient pas intrinsèquement faux. Et d'ailleurs, en fait, voilà, c'est pas réellement un drame. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, appréhender les choses en faisant juste des moyennes globales, bah, ça peut être trompeur. Et en fait, là, j'ai présenté les choses d'une façon un petit peu excessive, en disant, voilà, on s'est rendu compte que... Mais en fait, on s'en doutait depuis un moment. Et ça illustre quelque chose qu'on suspectait. Et c'est un petit peu ça. Donc... Et d'ailleurs, notamment, en fait, j'avais mis ce tableau-là avec les différentes études qui avaient calculé le puits de CO2 côtier sur base des informations qu'on avait. Et déjà en 2013, un type qui s'appelle Rick Van Inckhoff avait déjà eu en fait cette intuition. Il s'était dit, mais si je calcule le puits de CO2 côtier simplement en extrapolant sur le CO2 sur l'océan côtier l'intensité du puits dans l'océan ouvert adjacent, à quoi j'arrive? Et il arrivait à 0,18, qui est essentiellement quasiment la même valeur qu'on retrouve à nous. Donc en fait, c'est quelque chose qui était déjà connu, en fait, plus ou moins. Ce que je suis en train de dire à nouveau, c'est que c'était un travail collectif et que du coup, ce qui peut sembler de prime abord comme, bah voilà, Alizé s'est amusé à la fin de sa thèse à prouver que ce que j'avais publié moi 10 ans plus tôt était faux, en fait, c'est l'accomplissement d'un travail collectif. Et que du coup, ce qui peut sembler une incohérence, bah, c'est en fait juste affiner les choses, utiliser des voies détournées pour arriver à des résultats qui sont cohérents les uns avec les autres. Et donc en fait, cette idée-là, fondamentalement, ce qu'on sait et ce qu'on doit retenir, c'est que donc, voilà, l'océan côtier est en effet un puits de CO2 plus intense que l'océan ouvert dans son ensemble, mais c'est surtout une conséquence de leur distribution géographique respective. C'est-à-dire que l'océan côtier, et notamment l'océan Arctique, c'est majoritairement côtier. Et donc c'est la raison pour laquelle l'océan côtier global est à ce point un puits de CO2. Le comportement des zones côtières et ouvertes adjacentes sont relativement similaires, mais ils ne sont pas complètement identiques en fait. Là, c'est aussi un peu faire de preuve de mauvaise foi que de dire que les deux courbes se superposent totalement. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle locale, il peut même y avoir des différences très importantes. Il peut y avoir l'influence de grandes rivières, il peut y avoir l'influence de processus très spécifiques. Donc en réalité, les deux approches et les deux découvertes se contradisent pas du tout, mais en fait se complètent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, il y a quand même à l'échelle locale des différences et que du coup il faut se focaliser sur ces différences. Et par ailleurs, il y a des particularités de l'océan côtier qui restent importantes, notamment sa grande hétérogénéité spatiale. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes dans l'océan ouvert, vous faites 100 km, vous êtes quasiment toujours dans le même type d'eau. Vous avez probablement de plus ou moins le même type de flux, le même type de chimie de votre eau. L'océan côtier, en fait, les variations se font à des échelles spatiales beaucoup plus courtes. Et donc, en fait, il faut de toute façon utiliser des approches statistiques différentes ou au moins des résolutions spatiales beaucoup plus fines pour l'océan côtier. Donc, même maintenant, en se rendant compte que finalement, ils ont l'air d'être cohérents les uns avec les autres, ça continue tout à fait à se justifier d'avoir ces approches complémentaires qui travaillent main dans la main. Et donc la raison pour laquelle je dis ça, c'est un peu pour illustrer cette idée qu'on peut avoir l'impression que des choses qui pourraient sembler comme voilà, quelque chose qui a mis par terre tout le château de cartes, en réalité, c'est pas quelque chose qui contredit tout ce qui a été fait avant. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, là pour le moment, je vous ai parlé du flux de CO2 moyen aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir si ce flux, il change avec le temps. On a bien vu que les activités anthropiques sont de plus en plus intenses, on remet de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que les puits de CO2 océaniques ouverts et côtiers changent avec le temps? Et donc ça, par exemple, c'est un travail c'est une question que j'ai étudiée dans un article que j'ai publié en 2018. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des mesures, tout un tas de mesures à un certain nombre d'endroits pour voir comment évoluait l'intensité du puits de CO2 dans différentes zones côtières. Et la conclusion de cette étude, c'était que globalement, c'était très hétérogène. C'était pas facile à calculer. On avait des données que pour 6% de la totalité de l'océan. Mais ça donnait l'impression que l'intensité du puits de CO2 côtier était de plus en plus forte et qu'elle augmentait plus vite encore que celle de l'océan ouvert.
Donc du coup, en fait, ces deux écosystèmes, ils donnent quand même l'impression de se comporter de façon différente. Et donc ça, en fait, cette carte-là, les points jaunes sont des endroits où le puits est de plus en plus intense, et les points bleus sont des endroits où le puits est de moins en moins intense. Et donc vous voyez qu'il y a quand même plus de jaune que de bleu. C'est ça l'idée générale. Néanmoins, comme c'est jamais si simple, quelques années plus tard, il y a des gens qui, en utilisant des modèles de circulation globale, en fait, ont essayé de calculer la même chose et ils sont arrivés à des résultats complètement différents. Enfin, complètement. Plus ou moins différents, qui pointaient dans l'autre direction. Et donc, c'est pareil. Le cycle continue, en fait. L'aventure continue. On a à nouveau des choses qui semblent être en contradiction les unes avec les autres. Et du coup, on est en train d'essayer de travailler, et notamment, c'est le sujet de recherche actuel d'Alizé. En fait, quelle est la réalité de ces études qui semblent contradictoires pour le moment. Et donc, ça se passe, en fait, notamment, parfois, enfin en général, ça se passe plutôt dans une bonne entente, puisque d'une part, j'ai publié ça qui allait dans un sens, mais je suis également co-auteur des publications qui prouvent le contraire. Donc, moi, je suis pas rancunier. Hein. Quelqu'un essaie de me dire que j'ai tort. Du moment qu'il argumente correctement, moi, ça me pose pas de problème. Et donc, voilà. Je vais continuer à parler encore un petit peu. Mais si vous tenez jusqu'à la fin, j'ai des bonbons. OK. Voilà. Parce que maintenant, j'ai envie de juste réfléchir un tout petit peu à quelques suggestions pour ne pas justement se faire prendre par potentiellement l'impression que telle étude a tendance à tout révolutionner et tout mettre par terre ce qui avait été fait avant. Parce que bon, vous avez vu finalement en fait les études, c'est pas tant que ça qu'on se contredit et qu'on met par terre tout ce que les autres avaient fait avant, c'est plutôt qu'on affine les choses un petit peu et parfois on prend des voies détournées pour arriver à se mettre d'accord ensemble. Et donc du coup, je vais rester avec la métaphore du puzzle que moi j'aimais bien. Mais la première chose à réaliser, c'est que nous, quand on publie un article, l'idée, c'est de partager avec la communauté scientifique une nouvelle découverte, un nouvel élément sur un domaine précis. Donc du coup, à nouveau, si vous faites un puzzle avec des gens, c'est très rare, et puis si ça arrive, c'est très agaçant, qu'un type qui vient de mettre une pièce se mette à dire ouais, regardez, là-bas, j'ai rien touché ». Bon, voilà, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc évidemment, on publie les trucs nouveaux qui peuvent un petit peu, éventuellement, ne pas être cohérents avec ce qui avait été fait avant. Mais typiquement, quand on publie une nouvelle découverte, en fait, le socle sur lequel on s'établit, en général, on est toujours d'accord. Et donc, par ailleurs, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est les différentes étapes qu'il y a qui impliquent la création d'un article scientifique jusqu'au moment où vous lisez quelque chose qui est lié à cet article scientifique. Donc d'abord, il y a des étapes qui vont se passer, on va dire, dans le monde académique. C'est-à-dire la partie où vous allez créer l'article, vous allez faire une étude, vous allez essayer de rédiger un article, vous allez le soumettre à un journal, il va y avoir un processus de peer review, donc vous allez soumettre votre papier, des gens vont vous faire des commentaires, vous allez peut-être modifier de façon substantielle votre article. Ensuite, il y a des journaux qui ont des restrictions, et alors là, ça c'est un truc qu'il y a quand même à prendre en compte, parce que en général, les journaux qu'on appelle à haut impact, donc les journaux comme Nature ou Science, qui sont des journaux avec lesquels on a des chances éventuellement de toucher un grand public, sont des journaux qui sont super restrictifs, notamment sur la longueur. Donc souvent, quand on essaie de toucher un journal qui a des chances en fait d'être repris par les médias et d'être partagé au grand public, c'est un journal où on va être obligé de réaliser un travail très synthétique et très court. Et ensuite, généralement, les gens ne lisent pas tout l'article. Ce qu'ils lisent, en fait, c'est le résumé. Et alors, le résumé, dans certains de ces journaux, c'est 150 mots. Et je vous promets que résumer un travail simplement en 150 mots, sans en dénaturer le propos, c'est quand même régulièrement un exercice un peu d'équilibriste. Mais malheureusement, souvent, les gens, c'est ça qu'ils lisent, quoi. Alors ensuite, pour essayer de faire la passerelle avec les médias, on va dire au sens large, votre institution peut réaliser un communiqué de presse. Alors là, ça dépend en fait. Il y a des institutions qui le font très bien et qui s'occupent des communiqués de presse. Il y a d'autres endroits où on est obligé de rédiger les communiqués de presse nous-mêmes. Le cas le pire, c'est quand on a des institutions qui font ça très mal, mais qui insistent pour le faire elles-mêmes quand même. Ça peut arriver. Mais bon, bref, ça, c'est la passerelle. Et donc, le communiqué de presse, c'est généralement quelqu'un qui n'a pas nécessairement lu tous les détails de l'article, qui va parfois interagir avec vous, parfois pas, et qui va essayer de faire sortir ce qu'il pense être
ce qui va intéresser le grand public. Donc là, il peut y avoir aussi une déperdition d'informations où l'accent peut être mis sur des trucs qui ne sont pas forcément ce que vous aviez envie de mettre en avant. Et puis donc après, les médias au sens large, il peut y avoir des articles de presse, des articles de blog, d'autres types de médias. Et donc là, à nouveau, il y a des gens qui vont se baser sur le communiqué de presse pour dire quelque chose de peut-être un petit peu simpliste ou peut-être déformé un petit peu, d'autres vont faire leur travail très bien et vont même vous contacter pour vous faire relire leur article avant. Donc là, c'est un petit peu, c'est un peu le loto, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous pouvez tomber sur des trucs vraiment alternatifs. Par exemple, j'ai des collègues qui travaillent sur la glace antarctique et ils avaient mis en avant une espèce de trou, quelque part, hein, une cavité. Et pour illustrer la taille de la cavité, ils avaient dit, voilà, ça fait 50 mètres de haut, 100 mètres de large, c'est de la taille d'une cathédrale. Voilà. Quelques semaines plus tard, apparemment, il y a des médias alternatifs qui avaient commencé à dire oui, il y a des cathédrales de glace cachées en Antarctique, et on nous les cache, et on nous dit rien. Bon, voilà. Hein. Donc, du coup, là, il y a un peu de loterie. Et puis après, il y a les réseaux sociaux. Et donc, il faut quand même réaliser qu'en général, les gens, quand ils partagent un truc, ils ne partagent pas l'article. En fait, ils sont tombés sur les articles de presse. Ils ne sont pas nécessairement remontés à l'article original. Donc là, par exemple, ça, c'est des exemples avec un article à moi. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Donc, vous pouvez être repris, par exemple, par un organisme institutionnel qui va correctement répéter, en fait, l'information générale principale de votre article. Ou vous pouvez être repris dans une langue que vous ne connaissez pas et ne pas du tout savoir ce que la personne raconte. Ou vous pouvez être repris dans une autre langue que vous ne connaissez pas, mais vous avez un collègue qui parle espagnol et qui vous explique que, en fait, ici, l'information, c'était un rapport au papier précédent, en fait. C'était l'océan côtier a changé d'une source de CO2 à un puits de CO2 quelque part durant le XXe siècle. Okay. Donc ça, c'était l'information qui était cohérente avec ce que j'avais publié. Ça se transforme avec, en espagnol, en gros, l'océan côtier est devenu un puits de CO2 alors que c'était une source. Mais genre, maintenant, quoi. Alors ça, évidemment, c'est complètement en contradiction avec ce que tout le monde a fait dans le domaine depuis 20 ans. Et c'est certainement pas de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi, quoi. Donc en fait, là, il y a quand même un jeu, un petit peu de propagation de l'information, où même si tout le monde est de bonne volonté, finalement, il peut y avoir une information très modifiée à l'arrivée, quoi. Et donc, il ne faut pas oublier que bon, les réseaux sociaux, c'est pas que Internet. Ici, on est une espèce de réseau social en nous-mêmes, quoi. Donc un bar, c'est un réseau social d'une certaine façon. Et donc parfois, la façon dont on propage les informations oralement n'est pas forcément méga fidèle non plus à ce qu'on a lu. Mais bon, bref. Ça justifie la nécessité d'essayer de remonter à la source. Donc, autre métaphore, comme les saumons. Parce que j'ai bien senti que les puzzles, c'était pas tellement votre truc, donc on va essayer les saumons ce coup-ci. Mais, donc voilà, mais c'est pas toujours évident, quoi, parce que ça, c'est aussi un credo qui revient beaucoup, notamment dans la sphère sceptique. On dit, bah oui, mais il faut remonter aux sources et tout. Mais voilà, il y a quand même... Moi, je me rends compte que pour... la plupart des gens, en fait, retourner à la source, c'est pas du tout évident, parce que déjà, la première chose, c'est que souvent les articles qui reprennent une nouvelle scientifique, en fait, ils disent juste des scientifiques ont montré que. En général, ils citent l'université, mais parfois, ils mettent même pas le nom de l'auteur. Et parfois, c'est pas un truc qui s'est passé tout de suite. Donc, des gens de Oxford, un jour, ont montré que tel truc. Puis démerdez-vous, essayez de remonter. Non mais c'est vrai. Bon, donc du coup, voilà, c'est un peu difficile. Beaucoup de gens, en fait, ne savent pas réellement ce que c'est qu'une publication scientifique. Et bon, il faut aussi... Alors ça, je sais que, notamment dans la sphère sceptique, je pense qu'il y a un bon travail d'éducation à ce que c'est que ce que sont les journaux scientifiques. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais bon, il faut réaliser que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et accessoirement, les codes de comment citer et faire référence à des publications scientifiques ne sont pas non plus tellement connus en dehors de la sphère académique. Donc là, par exemple, la façon dont, dans un journal scientifique, on cite les choses, c'est, voilà, on a du texte, blablabla, ensuite il y a une affirmation, et ensuite on met entre parenthèses l'auteur, l'année de publication, pour qu'ensuite les gens puissent retrouver exactement quel est le titre, et après, quel est l'article de référence. Et ensuite, blablabla, à nouveau, une autre affirmation, et à nouveau, on met entre... En fait, un texte scientifique, typiquement, c'est des petites insertions comme ça, des citations, parfois plusieurs par phrase. Bon, c'est quelque chose qui est normal dans la littérature scientifique, mais qui n'est pas du tout intuitif dans certains autres médias. Donc parfois, on est déjà heureux quand à la fin d'un article de journal, on a quelques références, mais on ne sait pas exactement
qui a dit quoi, à quoi faire référence quoi. Donc ça, c'est aussi un truc important. Par ailleurs, donc ça, alors j'ai pris un article mais alors, complètement au hasard, mais donc voilà comment en fait on cite, ensuite on met les références des articles scientifiques. Donc le premier auteur qui était cité là-bas, on le remet là, on met l'année de publication, on met le titre de l'article, voilà, la place de la fraude dans le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Ça a l'air cool, moi je sais pas, j'irai bien voir. On met ensuite le nom de la revue et ensuite on met le numéro de volume et les pages. Donc en fait ça c'est des codes qui sont tout à fait courants dans le monde universitaire, mais qui ne sont pas du tout intuitifs si on les a pas manipulés. Et donc à nouveau des journalistes de pleine bonne foi ou des amateurs qui tiennent des blogs, ils peuvent tout à fait se dire bon bah voilà, moi à la fin de mon article j'ai mis 2-3 références et c'est bien. Mais en fait parfois c'est un peu compliqué pour savoir quelle affirmation exactement est associée à quel article. Donc du coup, ça c'est aussi une autre difficulté de remonter à la source. En plus, beaucoup de journaux, non seulement sont difficiles à trouver, mais en plus, beaucoup de journaux sont également derrière ce qu'on appelle des paywalls, donc en fait il faut payer pour avoir accès aux articles. Donc quand bien même vous avez réussi à retrouver l'article qui est à l'origine de l'information qui vous intéresse, y avoir accès physiquement, c'est pas toujours évident. Alors il y a des façons de contourner. Voilà, vous pouvez également contacter les chercheurs, en général, ils seront vraiment ravis de vous partager leur travail. Mais enfin voilà, ça. Et un autre truc dont on ne parle pas nécessairement, c'est que les moteurs de recherche pour la littérature scientifique sont pas forcément si faciles d'accès. Alors tout le monde parle de Google Scholar, et c'est vrai, et il a quand même l'avantage d'être disponible pour tout le monde. Mais je trouve que c'est pas forcément celui que je trouve nécessairement le meilleur, en tout cas pour ma discipline. Et ça, c'est vrai que ça dépend d'une discipline à l'autre, par exemple. Et le problème, c'est que la plupart des autres moteurs de recherche, eux, ils sont aussi derrière des paywalls. Web of Science, enfin, il y en a plein d'autres, en fait, Scopus, tout ça. Parce que Google Scholar, par exemple, il a l'avantage d'être très exhaustif, mais dans certains domaines, comme le mien, il aurait même tendance à être trop exhaustif. Par exemple, moi, sur mon profil Google Scholar, j'ai déjà retrouvé, enfin, j'étais déjà cité, enfin, c'était mis sur mon profil, donc comme si j'étais l'auteur d'un article que je ne connaissais pas, dans un domaine qui n'était pas le mien, et dans lequel mon nom n'apparaissait pas. La dernière fois que j'ai fait le nettoyage dans mon profil Google Scholar, j'ai perdu 200 citations. Parce qu'il y a des articles qui étaient comptés 2 fois, 3 fois, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc bon, voilà, ça c'est aussi un problème, c'est aussi un vrai problème. Donc du coup, voilà, par ailleurs, quand bien même vous arrivez jusqu'à la source, là à nouveau, il y a d'autres problèmes en fait. D'abord, est-ce que la source va être écrite dans une langue que vous connaissez, que vous comprenez? La grande majorité de la littérature scientifique est en anglais. Donc je repose la question, est-ce que finalement on comprend un peu l'anglais, mais est-ce qu'on comprend suffisamment pour comprendre réellement ce qu'on est en train de lire? Pas évident. Le jargon est-il accessible? Voire pire, le jargon est-il trompeur? Il peut y avoir des mots qui sont des mots courants, mais qui ont un sens très spécifique dans une discipline ou dans une autre. L'étude en elle-même, est-ce qu'elle n'est pas finalement trop technique pour vraiment en comprendre ce qu'elle raconte? Et le contexte de l'étude, est-il suffisamment clair pour voir pourquoi les gens publient ça? Donc tout ça, c'est des écueils supplémentaires, en fait, qui font que finalement remonter à la source n'est pas si évident que ça. Il y a des positions, en fait, typiquement... Moi, j'ai entendu deux positions très extrêmes. Alors, comme je suis lâche, ma position est intermédiaire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire « Vous devez lire impérativement les sources, coûte que coûte, parce que sinon, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas de quoi vous pouvez parler. » Et bon, il y a ces problèmes-là quand même. Et le problème, c'est que lire une source qu'on ne comprend pas bien, ça peut potentiellement poser un certain nombre de problèmes. Comme ça peut vous donner l'impression que vous avez compris quelque chose, alors qu'en fait, vous n'avez absolument pas capté de quoi on parlait, ou vous en avez perdu une certaine partie des subtilités. Donc l'autre option, il y a d'autres gens qui vont avoir tendance à dire « Non, de toute façon, les sources universitaires, c'est pour les universitaires. En gros, vous êtes trop cons. » Donc moi, je ne suis pas non plus d'accord avec ça. Je pense que ça dépend vraiment des domaines. Donc essayez autant que possible de remonter jusqu'aux sources et voyez par vous-même en fait si vous êtes capable de comprendre ce que ça raconte, parce que c'est également très différent d'un domaine à l'autre. Donc il y a des domaines qui sont extrêmement techniques où moi à la 10e ligne, enfin si je lis un article de physique ou de maths à la 10e ligne, la seule chose que j'ai compris c'est que je ne comprends absolument pas de quoi ça parle. En revanche, des domaines, et notamment des domaines comme les sciences de la Terre et les domaines liés au changement climatique, en général, je pense que c'est des articles qui sont généralement plus faciles d'accès. Il y a aussi, c'est la réalité, des auteurs qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Voilà, il y a des gens qui considèrent que
parce qu'ils publient dans des journaux scientifiques, ils spécialisent, enfin, leur audience, ce sont des gens qui maîtrisent le sujet et voilà, ils comprendront bien de quoi ça parle. Il y en a d'autres qui se disent, bah, je vais quand même faire l'effort d'essayer d'écrire un truc le plus lisible possible et puis de voir pour que des gens un peu extérieurs soient capables de comprendre ce dont je parle. Donc, mon conseil, ce serait essayer de remonter jusqu'à la source quand même, et puis voyez si vous êtes capable de comprendre ou pas. Et selon les domaines, il y a parfois quand même, voilà, dans les sciences de la Terre, j'aurais tendance à essayer de vous suggérer d'essayer, parce que la plupart des gens vont au moins faire l'effort pour que l'introduction soit compréhensible. Et du coup, quelque chose de vraiment important, c'est que de toute façon, la source en elle-même, c'est pas nécessairement quelque chose qui est si, alors j'allais dire si important que ça, si évidemment, mais en fait, ça doit pas se lire seul. Et c'est un peu l'illustration de ce que je montrais plus tôt, en fait. Tout le travail que j'ai montré jusque-là, ben voilà, c'est des études qui s'appuyaient les unes sur les autres. Et en fait, lire une étude indépendamment de son contexte, je pense que c'est assez dangereux. En particulier si vous n'êtes pas spécialiste. Si vous êtes spécialiste, vous connaissez le contexte. Mais si vous tombez sur un article de blog ou quelque chose comme ça, sur voilà, une découverte scientifique qui vous interpelle, ben, essayez de lire un minimum quelques autres articles clés, parce qu'une publication scientifique ne doit pas être sortie de son contexte, en fait. Elle a de sens que dans ce contexte-là. Et du coup, je vais revenir sur ce truc-là. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un journal qui s'adressait aux biologistes. Et donc, c'est la structure classique d'une publication scientifique, avec donc une introduction, matériel et méthode, des résultats, la discussion, et donc éventuellement des conclusions et des implications. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont structurées comme ça. Maintenant, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que c'est souvent présenté comme une étude scientifique doit rentrer dans ce canevas-là. C'est faux, c'est très excessif, ça dépend énormément des disciplines. Il y a des disciplines où, en fait, il n'y a pas vraiment de raison que vos papiers soient structurés comme ça. Même moi qui travaille dans les sciences de la Terre, donc c'est pas juste une question de sciences ou sciences humaines et sociales, moi qui travaille dans les sciences de la Terre, j'ai quand même plusieurs articles qui ne sont pas du tout structurés comme ça, parce que j'ai publié des sets de données, par exemple, ou j'ai publié des descriptions de modèles, ou j'ai publié des choses comme ça. Et donc, du coup, il ne faut pas trop s'accrocher à cette structure-là. Il peut y avoir des articles tout à fait valides qui sont structurés autrement. Néanmoins, à un endroit, quelque part dans l'article, vous allez avoir cette partie-là. Généralement dans l'introduction, mais sinon, parfois dans la discussion, vous allez avoir quelque part où on va mettre en évidence le contexte de l'étude. Bon, ça, c'est une partie vraiment importante. Si vous découvrez un article dans un domaine avec lequel vous n'êtes pas familier, ça sera soit dans l'introduction, soit dans la discussion en général. Essayez de trouver cet endroit-là, où on vous décrit en fait un petit peu l'historique, le contexte de l'étude. Parce que c'est là que vous allez pouvoir comprendre en fait à quel point cette étude qui a peut-être été présentée comme révolutionnaire, finalement c'est la continuation logique de ce qui avait été fait jusque-là. Et donc du coup, essayez de trouver, vous pouvez également aller dans la liste de références, et puis essayez de voir les noms qui sortent beaucoup. Donc par exemple, typiquement, vous allez avoir, si vous avez quelqu'un qui est cité 10 fois, bon, à moins que ce soit le premier auteur qui ait décidé d'un petit peu améliorer son indice H, mais si vous avez quelqu'un qui n'est pas co-auteur de l'article et qui est cité une dizaine de fois, c'est probablement quelqu'un qui est quelqu'un d'important dans ce domaine-là. Et donc vous pouvez essayer de vous intéresser à son CV pour avoir un petit peu une meilleure idée du domaine consacré, enfin, du domaine d'intérêt ici. Et un truc vraiment utile, c'est qu'il y a des journaux, il y a des articles qui sont justement spécialisés là-dedans, qui sont des articles, des revues de la littérature, dont l'objet, c'est précisément de mettre les gens un peu à jour avec quel est l'état de l'art dans un domaine. Et donc, vraiment, le plus gros conseil, je parle beaucoup, je dis plein de trucs, mais si vous avez un diapositive à retenir, ça aurait... Celle-là, quelques autres quand même, mais celle-là, il existe en fait des articles qui sont donc des revues de la littérature. Et donc si vous ne connaissez pas bien un domaine, si vous voyez voilà, une nouvelle ou avec une recherche fantastique qui révolutionnerait le domaine, essayez de trouver une revue de la littérature récente sur ce domaine-là. Parce que ça va vous donner le contexte en fait, de cette découverte et de cette étude. Et ça va vous permettre de voir dans quoi elle s'insère et de voir si vraiment c'est un truc qui change tout.
Et en général, ce sont justement des journaux qui ont tendance à être plus accessibles parce que c'est aussi des points d'entrée pour les communautés différentes dans ces domaines-là. Donc ce sont des articles qui sont généralement prévus pour une audience un peu plus large. Et il y a des journaux qui sont en fait complètement dédiés à ces articles-là. Il y a même des journaux qui fonctionnent sur invitation. Donc en fait, ce sont des journaux qui ne font que des revues de la littérature et qui sont des revues où ils contactent des gens qui sont déjà bien établis dans un domaine en leur disant « Voilà, ton domaine, il a pas mal bougé ces 10 dernières années, est-ce que tu nous ferais bien un topo ?» Et donc voilà, vraiment, ça, c'est un truc dont je trouve on ne parle pas assez parce que je pense que c'est un bon point d'entrée pour essayer de comprendre ce qui se passe dans une discipline si ça vous intéresse. Un autre truc, alors ça c'est pas forcément pour tout le monde parce que pour le coup ça c'est assez technique, mais c'est un conseil que je trouve on donne pas assez, notamment aux étudiants et aux jeunes chercheurs. Essayez de voir si vous avez accès au peer review lui-même en fait. Il y a des journaux qui publient en fait le processus de peer review. Donc quand vous soumettez un article à un journal, il va être évalué par un certain nombre de personnes, 2 ou 3 en général, qui vont être sélectionnés de façon anonyme par les éditeurs et qui vont évaluer votre manuscrit. Et ils vont vous faire des retours et vous allez devoir répondre à ces retours. Et c'est simplement une fois que vous avez répondu à tous ces commentaires que votre article, et donc que vous allez mettre à jour votre article en conséquence, c'est simplement à la suite de ce processus-là que votre article va être publié. Il y a des journaux en fait qui publient ce peer review aussi. Et donc ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. C'est plutôt pour les gens voilà, qui maîtrisent déjà un minimum le domaine, mais je pense que c'est extrêmement intéressant pour vraiment savoir quels sont un peu les points d'achoppement, les questions, et également pour vous montrer la façon dont les universitaires discutent entre eux. Par exemple, ça, je pense que ce sera aussi une bonne idée parce que dans l'ensemble, les gens, même parfois qui sont fondamentalement opposés les uns aux autres, à travers le processus de peer review, ils ont tendance à communiquer les uns avec les autres d'une façon généralement civilisée. Il y a des contre-exemples, enfin généralement civilisée, et permettent aux gens de produire du travail de meilleure qualité. Donc ça, c'est un truc dont, à mon avis, on peut avoir envie de s'inspirer. Voilà, des gens qui ont des compétences complémentaires, qui ne s'apprécient pas nécessairement humainement, mais qui sont capables de travailler ensemble dans l'intérêt collectif. Bon, je dis ça, je dis rien, mais je trouve que l'idée est quand même pas mauvaise. Mais exemple concret, ça c'est l'article de 2018 dont je parlais. Donc ça, alors bon, je sais c'est illisible, hein, c'est pas juste, mais c'est juste pour illustrer ce que je raconte. Hein. Ça c'est l'article, 10 pages, quelques figures. Ça c'est le peer review associé, 36 pages. Donc quand j'ai publié la version originale de l'article, j'ai reçu un petit mot d'amour qui faisait 9 pages en noir. J'ai répondu tout ça, là, donc le bleu c'est moi, donc j'aurais même fait des nouvelles figures, j'aurais expliqué, j'aurais justifié ce que je faisais, et puis 2 des 3 reviewers ont dit « Ah ouais, c'est pas mal, on est convaincus », mais il y en a un qui était un petit peu plus psychorigide sur les statistiques, donc il m'a remis un petit peu là 3 petites couches de « Allez, prouve-moi que tes tests statistiques ils sont valables », donc du coup je leur ai refait des figures et tout, et donc voilà mes réponses. Donc ça, c'est à ça que ça ressemble le peer review. Et donc comme je disais, il y a un certain nombre de journaux qui publient le peer review, et vraiment je pense que voilà, si vous êtes jeune chercheur notamment, ou étudiant en master, jetez un œil à ce genre de truc, c'est vraiment, je trouve que c'est très instructif. Donc, alors, notamment, voilà, il y a Nature Communication qui le fait, je le savais pas. A priori, j'ai cliqué un truc où j'ai dit oui à quelque chose en lisant trop vite parce que j'avais hâte que mon papier soit sorti. Donc ce truc-là, quand il est sorti en ligne, j'avais pas réalisé qu'il allait être accessible à tout le monde. Bon, voilà, si j'avais su, j'aurais peut-être un peu fait des graphes plus jolis. C'est pour ça que je les ai mis en petit, pour que vous les voyez pas trop. Mais il y a également tous les journaux, toujours dans les sciences de la Terre, tous les journaux de l'EGU ont en fait ce processus-là, en fait, de peer review qui est en ligne, qui est accessible à tout le monde, qu'on peut consulter. Et donc c'est quelque chose voilà, que je trouve qu'on n'en parle pas assez et qui vaut quand même la peine d'être connu. Après, voilà, il y a d'autres sources, comme je disais, tout le monde n'a pas forcément accès à être capable d'accéder ou de comprendre les sources originales. Donc du coup, l'idée, en fait, dans ces autres sources, c'est d'essayer de trouver des choses qui vont vous vulgariser cette source. Essayez de trouver d'autres sources qui vont quand même faire une référence à la source d'origine. Alors, il y a plein de choses. Hein. Il y a typiquement ce qu'on appelait les textbooks, les livres que vous allez utiliser pendant vos études, par exemple, qui vont en général justement être faits avec ces codes de la littérature académique, donc avec des liens vers les études d'origine. Donc ça, c'est une bonne porte d'entrée. Vous avez des encyclopédies, notamment des encyclopédies en ligne. L'air de rien, Wikipédia, en général, à la fin des articles, vous avez quand même les sources
original. Donc du coup, en fait, si vous voulez une explication, parce que vous avez un petit peu de mal à comprendre la source d'origine, bah, vous pouvez déjà vous assurer que vous tombez sur des articles encyclopédiques qui font bien référence à ces sources-là, donc au moins qui essaient de vous retranscrire le débat. Vous avez des cours en ligne. Enfin voilà, vous avez quand même un certain nombre d'options. Bon, évidemment, il y a des limites. Alors voilà, c'est juste ouais, je vais essayer de finir. Je suis désolé. De toute façon, j'ai presque plus de voix, donc il est temps que je termine. Mais, mais donc voilà, essayez de trouver des sources alternatives, mais qui... Enfin, alternatives, ouais, faites attention avec ce mot-là, justement. Essayez de trouver des sources qui vont vulgariser, qui vont avoir un lien quand même avec la source d'origine. C'est ça que je veux dire. Et donc là, vous essayez de trouver quelque chose qui correspond à vos capacités, vos attentes et votre façon finalement, de vous renseigner. Bon, je vais quand même dire un truc, par contre, important. Enfin, 2 trucs importants. La première chose, c'est qu'il y a des universitaires qui font ce travail de vulgarisation eux-mêmes. Donc ça peut valoir la peine, en fait. Quand vous voyez un universitaire qui a publié des trucs que vous avez un peu de mal à comprendre mais qui vous intéressent, si ça se trouve, cette personne-là, elle a un blog où elle explique en fait en détail ce que c'est, ou elle a un compte Twitter. En l'occurrence, c'est pas mon cas, mais Alizée, vous pouvez la trouver sur Twitter. Moi, je suis trop vieux, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà. Néanmoins, un truc quand même important, c'est que ce travail de vulgarisation, même si moi je pense que c'est très bien, il ne faut pas perdre de vue que même si vous en consommez beaucoup, si vous consommez beaucoup de contenu de vulgarisation, ça fera de vous un amateur éclairé éventuellement, ça ne fera néanmoins pas un expert. C'est quand même quelque chose à garder en tête. Il y a des gens dont on voit qu'ils ont consommé tout ce que YouTube va leur offrir dans un domaine précis, mais si ça reste un travail de vulgarisation, à l'image de ce que j'ai fait ici, il y a énormément de détails techniques que j'ai fait sauter, et déjà je suis trop long. Donc, perdez pas ça de vue, quoi. Et du coup, un autre truc qui est quelque chose auquel je tiens beaucoup, je pense que l'importance de l'histoire des sciences n'est pas à négliger quand on fait et de la science, et de la vulgarisation, et de l'enseignement, donc pour tout le monde en fait, parce que fondamentalement, donc voilà, à nouveau, la métaphore du puzzle, hein, l'idée c'est que si vous avez déjà fait un puzzle, vous êtes capable d'expliquer un peu comment vous l'avez fait à d'autres gens, bon, si vous vous souvenez bien, quoi. Mais surtout, l'idée c'est que le contexte des recherches, je trouve, est vraiment fondamental. Et l'histoire des sciences, justement, fondamentalement, c'est ça. Et donc, c'est, je pense, important également quand vous êtes universitaire, d'essayer de bien connaître en fait, l'histoire de votre propre discipline, parce que ça va, je trouve, faciliter votre travail pour communiquer ce que vous faites et permettre de bien remettre les choses dans leur contexte. Et vous, si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez à découvrir un domaine, justement, si vous essayez de vous intéresser à l'histoire de ce domaine, ça va probablement mieux vous faire comprendre pourquoi les gens sont en train de faire ça de cette façon-ci, notamment d'un point de vue méthodologique. Il y a beaucoup de questions où les gens sont là, oui, mais pourquoi vous faites ça comme ça ? En fait, on le fait depuis 40 ans de cette façon-là pour une raison historique. Donc, l'histoire des sciences, c'est d'une part une passion personnelle, mais c'est aussi quelque chose qui, je pense, est extrêmement utile finalement à tout le monde. Donc voilà, je termine pour de vrai. Juste avec quelques petites ressources liées quand même au cœur de la présentation que j'ai donnée. J'ai donc plusieurs fois fait référence à l'IPCC, donc au GIEC. Et en fait, c'est en soi justement une source d'information vraiment importante. Donc je vous ai dit qu'il y avait les rapports, et donc c'est des rapports qui sont assez techniques, assez difficiles d'accès. Néanmoins, il y a plusieurs niveaux de synthèse. Il y a ce qu'ils appellent les synthèses techniques, qui sont déjà à peu près 10 fois plus courts, où vous avez simplement les figures clés. Vous avez ensuite les synthèses vraiment pour les policymakers, mais vous avez également des FAQ, en fait. Donc des questions, quel est le rôle de la vapeur d'eau dans l'effet de serre, par exemple. Vous pouvez poser la question au GIEC, enfin, vous pouvez poser la question au GIEC. Il y a des questions de ce genre qui sont posées, vous avez des réponses synthétisées par des spécialistes. Vous avez ce qu'ils appellent des fact sheets, où vous avez justement un petit peu l'échange, le nombre de chercheurs qui ont collaboré aux différents trucs. Voilà, ça c'est des informations rapides que vous pouvez trouver sur ce site-là. Ils ont d'ailleurs une chaîne YouTube. Du coup, vous pouvez également récupérer l'information directement de là-bas. Je mentionne également, même si je ne le connais pas personnellement, mais Le Réveilleur, qui sur ces sujets-là, je trouve, est une des meilleures chaînes YouTube francophones. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et un dernier truc, ça c'est un peu personnel, mais voilà, c'est mon anniversaire dans 2 jours. J'ai participé à un MOOC dont l'objet était justement de créer une suite de cours accessible au plus grand nombre. Avec quand même une formation universitaire, mais des gens qui viennent de filières différentes. Et donc, il y a en fait une douzaine de cours d'1 heure chacun sur des thématiques comme le cycle du carbone, le climat, l'énergie.
faite donc par un géochimiste comme moi, mais il y a également un économiste, il y a des gens qui viennent de différentes différents profils, différentes disciplines, pour essayer de présenter en fait une espèce d'introduction pluridisciplinaire à ce domaine-là. Donc, en principe, cette plateforme de MOOC a un abonnement qui doit coûter quelque chose comme 250 € l'année. Néanmoins, ce cours-là, en principe, il est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, sélectionner ce cours-là, y avoir accès pendant 4 semaines. Donc, voilà. Ma foi, autant que ça serve. Et sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention parce que je réalise que j'ai été super méga long, mais c'est mon anniversaire dans 2 jours.